Merci aux deux intervenants d'avoir tenu le temps imparti et pour la qualité des exposés qui ont montré dès maintenant que le choix de cette thématique pour la journée était fécond, puisqu'il y a énormément de points, c'est des exposés très denses qui engagent beaucoup d'enjeux, disons, cruciaux, il m'a semblé. La difficulté va être maintenant de choisir les questions, puisque ça en soulève beaucoup. On a à peu près 40 minutes devant nous de discussion, un peu moins. Voilà, je ne sais pas s'il y a dès maintenant des questions. Je peux peut-être... il y a déjà quelqu'un au fond de la salle qui demande, je ne sais pas quel micro marche, Jacques. Il faut essayer. Il marche. Allô. Celui-là, il ne marche pas très bien. Celui-là, il marche un peu. Du tout. Allô. Celui-là marche, Qui demandait la parole? Oui, je demande à ceux qui se présentent. Parce qu'il y a un enregistrement, on essaiera de mettre ça en ligne. Celui-là marche. Joël Hubert. Oui. Joël Hubert Le Romain, ça marche là? Voilà. Je voulais revenir sur ce que disait M. Allerini, alors ce qui est un petit peu en contradiction avec ce qu'a amené Pierre ensuite, mais effectivement sur jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, vous avez insisté sur le quelque chose, et je me disais que ce serait intéressant aussi de s'intéresser sur jusqu'à ce qu'il se passe. Parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose dans les premiers entretiens qui passe ou qui ne passe pas. Et dans ce que vous avez rapporté de la phrase de Lacan sur la confrontation des corps, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Voilà, c'était juste parce que vous avez insisté sur le quelque chose, et je crois que c'était intéressant d'insister sur ce qui se passe. Alors, quand je disais que c'était un peu en contradiction avec ce que Pierre avait amené, c'est que Pierre a dit qu'il fallait qu'il y ait de l'analyste dans cette rencontre avant tout. Voilà, c'est tout. Sur ce point-là, je crois qu'il faudrait qu'on fasse des groupes de travail pour échanger. C'est au cas par cas. Hein, j'ai essayé de le dire, mais je crois qu'il faudrait qu'on échange entre nous. Mais il n'y a rien de généralisable. Voilà, il me semble. Hein. Je crois qu'il n'y a rien de généralisable. J'étais sensible à effectivement souligner qu'il s'agit du style de l'analyste. Plus fort, s'il vous plaît. Rien. Il n'entend rien. Bon. Alors j'ai été sensible au fait que ce soit pas généralisable, qu'il y ait le style de l'analyste, qu'il y ait effectivement pas de savoir arrêté, hein, que l'analyste le devient, qu'il soit interrogé sur sa position, l'analyste. J'irai un petit peu plus loin. Je crois qu'il faut quand même penser notre pratique, c'est-à-dire que au fil des années et des travails en petits groupes cliniques avec des collègues, on est interrogé sur qu'est-ce qu'il en est du cadre, qu'est-ce que nous supportons, qu'est-ce que nous acceptons ou pas. C'est-à-dire que des fois, il ne s'agit pas de recevoir quelqu'un par quinzaine. Est-ce que c'est du préliminaire? Est-ce que c'est de la psychanalyse, de la psychothérapie? Pas si simple de répondre. Je crois que là où on a du mal, c'est à sortir peut-être de notre obsessionnalité ou quelque chose comme ça, d'une part. Et donc, on part avec ce bagage de Freud, d'Anna Freud, de Bion, Winnicott, Lacan. Lacan, c'était jusqu'en 80, l'école. On en est effectivement quand même à une certaine culture de nos pratiques, qu'il y a une contemporanéité de notre pratique
et que les rencontres cliniques et ce que l'on peut en dire, c'est quand même assez loin bien sûr, tout ce qu'on a dit, c'est vrai, c'est juste, c'est pas faux. Mais si on s'appuie sur le livre de Safouan, la psychanalyse, si on essaye de se décaler, parce que je crois que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de se décaler, de pouvoir entendre quelqu'un l'étranger, qui n'a pas notre culture, On n'entend pas très bien, madame. Est-ce que vous pourriez énoncer en... Quelqu'un d'étranger qui n'est pas de notre culture, qui est un couple homosexuel qui porte des enfants et que c'est pas si simple. Enfin, moi, je suis pas très jeune. Bon. Hein. Oui, il y a d'autres questions également. Oui, si vous voulez bien. Je voulais dire que... Il y a deux autres questions, vous pouvez finir, s'il vous plaît. Effectivement, de la position... On n'entend pas. La position éthique de l'analyste qui est en question et que la pratique, elle est bien loin de là où on peut penser qu'elle pourrait être et du savoir qu'on peut... il faut bien le laisser, de bien penser à le laisser sur le côté. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un micro qui fonctionne ou pas? Parce qu'on n'entend pas. Si on parle, il faut parler bien droit dans le micro. Voilà, pensez à vous nommer avant pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Je ne sais pas si... Il marche le micro? Il faut le tenir horizontal. Vous parlez dedans, je vais reprendre. Oui, Frédéric Saldès, je voudrais reprendre un point qu'a soulevé Pierre Bruno dans son exposé par rapport, qui fait écho d'ailleurs à une question posée par Paul Allerini, c'est cette question de la rectification subjective. Ça me semble quand même un point tout à fait important concernant ce qui éventuellement, c'est même pas éventuellement, puisque dans la direction de la cure, c'est présenté comme ce point de rectification subjective, ce qui va mettre un terme aux entretiens préliminaires. Vous vous souvenez, c'est à propos du cas d'Ora, justement, quand elle... moi, c'est comme ça que je le comprends, rectification subjective. Peut-être qu'on peut en débattre. Mais je le comprends comme au moment où le sujet endosse ce qu'il a dit. C'est un « oui, tu l'as dit ». Tu l'as dit et tu ne peux pas te dédire de ce que tu as dit. Et à partir de ce moment-là, il me semble, Paul, tu vois, que c'est ça le quelque chose sur lequel tu poses la question. C'est un « tu l'as dit », tu ne peux pas t'en aller de ce dire-là. Voilà, c'est... Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous l'avez dit. Oui, je sais pas. Donc, je sais pas si on m'entend. Donc, Nicolas Guérin, je voulais poser donc une question et faire une remarque par rapport à l'exposé de Pierre Bruno. La remarque d'abord. En fait, j'ai trouvé votre position sur les nouvelles demandes, les prétendues nouvelles demandes, tout à fait cruciale en fait. J'ai d'ailleurs pensé à une chose, c'est-à-dire que ces prétendues nouvelles demandes que les analystes croient identifier aujourd'hui, nouvelles demandes qui sont écrites sur le mode déficitaire, c'est-à-dire qu'elles entravent l'entrée dans l'analyse, c'est à peu près le point commun. Je me suis demandé s'il n'y avait pas dans ces présupposés déclinistes une inversion du vecteur de l'offre et de la demande en fait, c'est-à-dire comme si on pensait que les nouvelles demandes existaient dans la nature de façon indépendante et que finalement les analystes, eux, ne pouvaient plus faire d'offres. Et c'est d'où leur désenchantement. Alors qu'en fait, ces demandes sont une conséquence de l'offre analytique et que si les analystes identifient ces nouvelles demandes, je remarque bien souvent qu'ils oublient leur propre implication et leur propre responsabilité dans justement ce qui fait exister ces demandes. Ça, c'est une remarque. La question en fait, que je voulais poser concerne en fait un point précis qui est relatif à une conférence en fait, que vous aviez faite en 91 à l'ECF. Donc il ne s'agit pas de la conférence dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en 86 à Marseille. Cette conférence,
vous l'avez republié en fait, hein, vous l'avez publié dans La Passe en 2003. Vous situez, ce qui ne me semble pas du tout contradictoire avec votre exposé d'aujourd'hui, deux moments différents, je dirais comme ça, c'est-à-dire le moment du commencement et le moment de l'entrée. Ces moments sont différents logiquement, chronologiquement, ça peuvent se superposer. Concernant le moment de l'entrée, que vous appelez dans cette conférence un seuil d'entrée, un sésame, vous dites qu'il s'agit, pour l'analysant, du côté de l'analysant, de l'aperçu d'un défaut dans l'autre supporté par l'analyste. Ce défaut dans l'autre, c'est en quelque sorte, vous le décrivez comme ça, un réel, en fait, qui fait limite à la castration. Et c'est ce moment d'aperçu, en fait, qui dessine, en fait, ce seuil d'entrée. Alors, je voulais savoir, comme vous n'en avez pas parlé aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours en accord, en fait, avec votre position de 91, ou est-ce que vous avez changé de perspective? Voilà, simplement ça, parce que vous n'en avez pas parlé. Oui, en fait, non, il n'y a que la dernière question finalement, parce que les autres c'était des remarques, en tout cas celles que j'ai comprises, auxquelles je m'accorde, avec lesquelles je m'accorde. Oui, enfin, cette question du défaut dans l'analyste, c'est alors est-ce que je dirais aujourd'hui que c'est le moment de l'entrée? Je ne sais pas. Ce qui me paraît par contre, ce que je pourrais soutenir encore aujourd'hui, c'est que c'est un moment tout à fait décisif. En tout cas d'ailleurs dans ma propre analyse, de façon très, très banale, le moment où j'ai pu saisir chez mon analyste quelque chose de l'ordre d'une contradiction entre ce qu'elle m'avait dit quelque temps auparavant et puis ce qu'elle me disait pendant la séance actuelle. Et ça m'avait fait beaucoup d'effets, sans d'ailleurs que je m'en rende compte tout de suite, mais je pense que ça a été un tournant dans mon analyse, au sens où j'ai quitté à ce moment-là, et grâce à ce défaut de langue, si j'ose dire, de l'analyste, une position qui était un peu trop collée sur la position du bon analysant, mais forcé d'être le bon analysant. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe plutôt, je dirais, au niveau d'un changement dans la modalité transférentielle, qui est toujours un moment crucial dans le cours d'une analyse. Est-ce que c'est le moment de l'entrée? Là, moi, je dois dire que sur cette question de l'entrée, je deviens analytico-sceptique. Parce que pendant un certain temps, je me demandais justement, je me posais toujours la question sur ce qu'est ce quelque chose. Alors, je trouve assez parlant ce que vous avez dit sur la rectification subjective, mais compte tenu du fait aussi que quand le sujet assume c'est bien moi qui ai dit ça, ça suppose que ce qu'il a dit
est quand même quelque chose de neuf par rapport à tout ce qui l'a précédé. Sinon, ça n'a pas de portée. Il faut que ce quelque chose l'étonne d'une certaine façon, qu'il s'étonne que ça sorte de sa bouche et non pas de la bouche d'ombre en quelque sorte. Mais moi, j'aurais tendance à dire que dans ma pratique, je procède avec la certitude anticipée. C'est-à-dire, j'essaye plus de repérer un moment particulier parce que je n'y arrive pas ou que je me trompe. Et donc, je procède avec une sorte de certitude anticipée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, je vais parier que c'est le moment pour... Et je le fais. Et je dois dire que je ne regrette pas de procéder de cette façon, parce que je sais qu'avec des analystes qui viennent en contrôle, ils sont quelquefois parasités par cette idée, est-ce que je dois faire commencer l'analyse avec l'idée que ça va commencer quand il sera sur le divan, etc. Moi, dans ces cas-là, la seule remarque que je fais, c'est que veiller à ce que le passage sur le divan ne soit pas une invitation à la sieste. C'est tout. Mais pour le reste, j'ai pas de remède magique, ou même je sais pas si j'utiliserai toujours le sésame dont je parlais dans cet article-là. Voilà. Pour répondre à la question des nouvelles demandes, je crois que Jérémy Salvadero va en parler aussi. Ce qui évolue, c'est pas vraiment les demandes de l'analyste, de l'analysant. C'est l'analyste qui évolue actuellement. Je sais pas si les demandes, qui a vraiment des nouvelles demandes, je suis pas sûr. Par contre, ce qu'a dit en conclusion Pierre Bruno, c'est-à-dire que le discours de l'analyse doit être là en place originellement, montre bien que quelque chose du côté de l'analyste existe, mais même avant les premières rencontres. Le transfert commence avant le choix de l'analyste. C'est même avant le premier coup de téléphone. Winnicott en parlait de ça, justement. Il parlait du rêve de l'analyste, des enfants qui rêvaient de leur analyste avant de le rencontrer la première fois, et que ce rêve correspondait à la réalité. Donc il y a quelque chose d'une certitude anticipée, mais transfert anticipé peut-être, je crois. Enfin, mais en tout cas, moi je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des nouvelles demandes. Il y a de nouvelles attitudes et de nouvelles réponses, à mon avis. Sur ce point-là, je n'ai rien dit parce que j'étais tout à fait d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a un risque qui est considérable, je crois, pour la pratique de l'analyse. C'est que l'analyste se conduise vis-à-vis de la demande, non pas comme celui qui a préalablement fait une offre tout simplement en étant analyste, mais comme celui qui va en quelque sorte modeler ce qu'il est comme un produit publicitaire sur la demande du demandeur. Ça ne veut pas dire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que quand quelqu'un vous téléphone, vient et puis vous raconte qu'il voudrait que vous l'aidiez à se sortir d'un problème professionnel, ou que vous l'aidiez à se sortir d'un problème sentimental, ou que je ne sais pas quoi. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là,
Enfin, c'est mon point de vue. Il faut garder une position marmoréenne et puis ne pas parler, ne rien dire, etc. Non, moi, de mon point de vue, il faut dialoguer avec cette personne, y compris sur les problèmes concrets et immédiats qu'il pose, mais en perdant jamais de vue l'offre analytique. Et de ce point de vue-là, quelquefois je suis surpris par le fait qu'au bout de 2 ans, quelqu'un qui m'a dit tout au long d'une série indéfinie de séances les mêmes choses, que son mari ceci, que sa femme cela, que son chef ceci, que son chef cela, eh bien tout d'un coup, il y a une sorte d'éclair qui se produit et on rentre. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression de Lacan, le grand autre en moi. On rentre vraiment dans un moment analytique. C'est-à-dire, c'est ce que vous disiez sans doute à propos de la rectification subjective, mais je le prends juste à l'envers, c'est-à-dire il se rend compte qu'il a dit quelque chose et que ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est un autre, c'est l'autre qui l'a dit. Et ça, c'est l'expérience de l'inconscient. Alors, ça peut se faire sous des formes très minimalistes, comme sous des formes, au contraire, très visibles, comme par exemple un acte manqué ou un grand lapsus ou des choses comme ça. Mais c'est quand même la manifestation de l'autre en lui, dont il fait l'expérience à un moment donné, même s'il vous a parlé de coaching pendant 2 ans. Mais à condition qu'il y ait un analyste qui soit là. Sinon, il ne fera pas le lapsus. C'est lié à la question du s'entendre dire, quelque chose qui vient faire résonance. Voilà, tu l'as dit, de ne pas se dédire. Oui. Mais tu l'as dit même autrement que tu pensais le dire, quoi. Enfin, tu l'as dit, mais c'est l'autre en toi qui l'a dit. Et donc, il faut bien que tu considères qu'il y a quelque chose de la division qui te concerne. Voilà, c'est ça. On est là. C'est quand il y a quelque chose de la division qui est touché par le sujet. Oui. Bon, est-ce qu'on entend? Donc, Dimitri Sakellariou. Je voulais faire une remarque, enfin, par rapport à cette question, déjà par rapport au thème des journées, parce que je me suis demandé en vous écoutant si ce n'est pas justement l'impossibilité de faire une sorte de typologie concernant l'entrée en analyse qui fait qu'on fait des journées qui, comme des journées qui ont eu lieu par le passé, peuvent tourner à quelque chose d'une sorte de position dogmatique. Je crois que c'était un peu ce que j'ai compris de la position de l'intervenante précédente. Mais en fond, il y a quand même cette question, parce qu'effectivement, on voit bien que là, il y a le débat, on retrouve le débat entre Freud et Ferenczi sur la question du transfert. Quand est-ce que le transfert commence? Est-ce que le transfert, quel est le transfert analytique, etc., etc. Et on trouve aussi la position de la logique, c'est-à-dire la certitude anticipée, mais qui s'inscrit aussi dans la question de l'après-coup. Parce que qui peut dire mieux quand est-ce que l'analyse commence que le sujet, par exemple, quand il fait sa passe, par exemple. C'est-à-dire dans l'après-coup. Au fond, il me semble que la question qui se pose par rapport à la demande, ce n'est pas tant l'objet de la demande. Les objets de la demande peuvent être variables, peuvent changer. La demande n'est pas réductible à son objet. Et de l'autre côté, le psychanalyste, à partir du moment où c'est lui effectivement qui pose l'acte, Lacan insiste là-dessus, c'est le psychanalyste qui pose l'acte, en quelque sorte, qui permet à l'analysant d'entrer en analyse.
au fond, qu'est-ce qu'il fait d'autre que d'interpréter la demande et non pas son contenu, d'une certaine façon. Mais comme toute interprétation, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Bruno, vu l'impossibilité de la flèche qui va de petit a à S barré, demande la réponse du sujet. Au fond, du coup, ce n'est pas l'analyste qui répond, c'est le sujet qui répond. L'analyste interprète d'une certaine façon, me semble-t-il. Et il me semble qu'on peut parler d'entrée en analyse dans l'après-coup pour celui, effectivement, qui a été l'analysant. Ou alors, effectivement, par rapport à des moments en fonction de la façon dont le sujet peut répondre. Mais la préoccupation des préliminaires est aussi liée à autre chose, c'est-à-dire la question le souci, et on le voit bien chez les analystes, chez les nouveaux analystes, comme on dit, les jeunes analystes, les nouveaux analystes, je ne sais pas comment les dire, il y a des soucis qui viennent effectivement de façon un petit peu au premier plan, par exemple la question du diagnostic. Faut-il allonger quelqu'un, faut-il pas allonger, etc. En fait, toutes ces questions-là, et la question de la direction de la cure, quoi. Enfin, finalement, comment commence la question, enfin, et il me semble que la position de Pierre Bruno qui est radicale, c'est qu'il n'y a pas de temps d'avant, il y a quelque chose qui est posé, et est à entendre avec ce qu'il a dit de la distinction qui existe entre discours analytique et discours de l'analyste, ou l'analyste. Il n'y a quand même pas identité là, puisqu'au fond, il ne s'agit pas d'un cadre qu'on applique, ce n'est pas une application. Il n'y a pas de cadre. Quand on parle de cadre, c'est que... Moi, quand j'entends parler de cadre, généralement, parce qu'on parle souvent dans les institutions de cadre, c'est quand même qu'il y a quelque chose là qui est à questionner. Voilà. Donc moi, il me semble que, d'accord, acte, mais c'est la réponse du sujet qui confirme quelque chose, comme dans le cadre de l'interprétation. Voilà. Oui, je réponds pas quand je suis d'accord avec dans l'ensemble avec ce qui vient d'être dit. Tout à l'heure, Alérini a posé une petite question sur la rencontre des corps. Donc ça m'a fait réfléchir, parce que c'est effectivement au départ une formule un peu énigmatique. Alors je vais dire comment je me l'explique. C'est que finalement, même quand vous avez vu votre analyste à la télévision, quand vous le rencontrez pour la première fois, c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire que je crois que, je vais dire ça comme ça, vous êtes surpris qu'il ait un corps. Bon, je ne peux pas en dire plus. Vous êtes surpris qu'il ait un corps. Et pas seulement une image, ou bien des paroles qu'on lit dans un livre, ou bien ce que vous avez entendu parler de lui. Et je crois que c'est une question qui est capitale quant aux deux grandes orientations sur le maniement du transfert qu'on trouve finalement dans l'histoire de la psychanalyse, c'est-à-dire la conception freudienne classique qui est de dire si quelqu'un, si l'analysant te traite mal, il faut que tu saches que ce n'est pas toi qui es en cause, mais que c'est quelque chose qui s'adresse à l'autre, à un autre parental, par exemple. Ça, je résume ça banalement, mais c'est, disons, quand même la ligne freudienne qui reste, à mon avis, la ligne juste. Par contre, dans le maniement du transfert chez les kleiniens, il y a l'idée que je vais prendre un exemple chez Ella Sharp, par exemple. Son analysant quand il est allongé sur le divan, penche la tête sur le côté.
Et alors elle se demande pourquoi il a cette attitude un peu inhabituelle et pas très confortable. Et elle finit par en déduire qu'il essaye de voir sous ses jupes. Puisqu'il est en train de se poser la question de son rapport à la sexuation. Et elle est tentée, je crois qu'elle ne lui dit pas, mais elle est tentée de lui dire. Si elle avait été kleinienne jusqu'au bout, elle l'aurait dit. Et elle l'aurait dit, à mon avis, avec des conséquences tout à fait catastrophiques. Parce qu'elle aurait, en quelque sorte, fait se coller le plan de l'autre et le plan du sujet. Donc à partir de là, plus de division possible. Mais par contre, là je donne un petit exemple qui m'est revenu il n'y a pas si longtemps et qui pose la question justement du corps, c'est-à-dire de ce que j'appellerais la présence réelle de l'analyste, parce qu'on finit par l'oublier finalement. Quand on fait plusieurs années d'analyse, on finit par oublier qu'on a un corps derrière soi. Et une fois, un analysant me dit, il me traite mal. Enfin, c'était pas très très agressif, mais enfin, il y avait quand même une pointe d'agressivité. Et aussitôt, il me dit, ah mais vous savez, ce n'est pas à vous que ça s'adresse, bien entendu. Et je lui dis, vous êtes sûr ? Et je peux vous dire que ça a eu sur lui un effet beaucoup plus considérable que si je lui avais dit, bien sûr, c'est de votre père ou de votre mère qu'il s'agit. Parce que je réintroduisais la présence réelle dans la cure. Et je crois que c'est ça qui est quand même un peu en cause dans cette question de la rencontre des corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'analysant est confronté au réel de l'analyste, de la même façon qu'il est confronté au réel de l'autre. Et puis je résiste pas, peut-être que vous... parce qu'elle illustre parfaitement ma thèse, je ne résiste pas à vous dire une blague. Mais peut-être que tout le monde la connaît, alors dans ce cas, si personne ne rit, c'est que tout le monde la connaît. C'est un analysant qui va chez Mélanie Klein et il rencontre un ami en route et ils se mettent à bavarder et tout d'un coup l'analysant regarde sa montre et lui dit non, il faut que j'y aille sinon elle va commencer sans moi. On ne la connaissait pas tous. Tout le monde ne la connaissait pas. Bon, on va. Tu veux rajouter un mot, puis on s'arrête après. Non, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la vérité. Là, effectivement, vous dites que Lacan parle du mirage de la vérité, mais ça a un rapport avec Laplace, où il dit que Laplace est comme l'éclair. C'est-à-dire que cette vérité auquel l'analysant prétend arriver ou atteindre, elle est effectivement entrevue comme un mirage, sinon elle serait insupportable. C'est une vérité insupportable. Il faudrait revoir tout le schéma de l'acte analytique où cette vérité, elle apparaît justement dans la partie qui tombe dans l'aliénation-séparation, c'est-à-dire la partie qui est refusée dans le processus d'aliénation. Donc c'est la vérité de l'analyse, elle serait impossible à supporter et inatteignable pour ça justement. Mais en plus, je crois que ça concerne aussi l'histoire de cette passe est un échec, parce que en fait Lacan dit qu'il n'a jamais entendu de témoignage sur vraiment la passe. Donc quelque chose qui montre que peut-être cette finalité de l'analyse est idéale, peut-être pas vraie. Voilà, merci. On va aller déjeuner et on se retrouve alors à 14h30. Voilà.